Une étudiante de 23 ans est morte dans un accident de véhicule tout-terrain qui a aussi gravement blessé son petit ami. Plusieurs mois après l'accident mortel, son petit ami est accusé d'homicide lié à sa mort. Nous analysons les derniers développements alors que son avocate affirme que la tragédie était inévitable. Inside the Crime, présenté par Law and Crime, je suis Elisabeth Milner. La police dit que l'accident a eu lieu après le passage d'un cerf. Mais comment cela conduit-il à des accusations d'homicide? La police dit que le petit ami de la femme était apparemment alcoolisé lors de l'accident. Alyssa Boyd et Julian Fleming formaient un couple vraiment mignon qui semblait très amoureux l'un de l'autre. En novembre, elle a posté cela sur Instagram avec la légende « Fière de vous trois ». C'est un bel hommage à son chéri, car le numéro 3 était le même que Julian portait sur son maillot de Penn State. 6 mois après cette publication, pourtant, Alyssa était tragiquement décédée. La police indique que le 23 mai, Alyssa et Julian étaient sur un véhicule tout-terrain dans le comté de Bradford, Pennsylvanie. Ils s'amusaient sûrement beaucoup. C'était un vendredi, début d'été. Julian conduisait et Alyssa était passagère. La police affirme alors qu'un cerf a surgi sur la route. Je veux dire, n'importe quel conducteur essaierait d'éviter le cerf, et c'est ce que Julian a essayé de faire. Le véhicule tout-terrain a percuté le cerf, causant l'accident. Julian aurait perdu connaissance. À son réveil, il a vu qu'Alyssa ne respirait plus. Les autorités ont déclaré que ses blessures étaient fatales et qu'il était impossible de la sauver. Elle a été déclarée morte sur place. Julian a été transporté à l'hôpital. Les enquêteurs ont d'abord remarqué un cerf récemment mort près de l'accident, ce qui semblait expliquer les dégâts. Les agents de la police d'État de Pennsylvanie ont vu sur le véhicule tout-terrain. Les autorités ont également noté qu'aucun des deux, ni Julian ni Alyssa, ne portait d'équipement de sécurité. Même si le cerf paraissait responsable de l'accident, l'enquête était toujours en cours. Certains rapports ont même suggéré qu'il s'agissait simplement d'un terrible accident imprévisible. Le 2 juin, Julian a publié cet hommage à sa petite amie décédée avec cette légende émouvante. « Pas un jour ne passera sans que tu sois dans mes pensées. Je t'aimerai pour toujours. » Mais lorsque les enquêteurs ont approfondi leurs recherches, ils ont découvert que l'ancien joueur de football de Penn State était apparemment sous l'influence de l'alcool. Le 7 octobre, soit 5 mois après l'accident mortel, Julian a été inculpé d'homicide involontaire par véhicule alors qu'il conduisait sous l'influence de l'alcool, d'homicide par véhicule, d'agression aggravée par véhicule, d'agression aggravée par véhicule alors qu'il conduisait sous l'influence, de conduite sous influence avec un taux d'alcoolémie compris entre 0,1 et 0,16, de conduite imprudente, de décès non intentionnel et plus encore. Son avocate a indiqué qu'il s'était rendu à la police, puis avait été libéré après avoir payé une caution de 75 000 $. Son avocate a indiqué à NBC News qu'il collaborait avec la police et avait passé un test d'alcoolémie. Le résultat était de 0,118, ce qui reste supérieur à la limite légale de 0,008. Son avocate a indiqué qu'un cerf avait surgi sur la route. Tous deux ont perdu connaissance. À son réveil, elle ne respirait plus. Il a été traumatisé. Que de l'alcool ait été impliqué ou non, cet événement était inévitable. Il n'a rien fait de mal et n'avait pas conduit le véhicule tout-terrain illégalement. Il n'avait rien fait de mal lorsque ce cerf a traversé la route. La mort d'Alyssa a brisé le cœur de sa famille et de ses proches, qui ont écrit un message sur GoFundMe. Alyssa Boyd, 23 ans de Bloomsburg, Pennsylvanie, est décédée subitement dans un accident de véhicule tout-terrain avec son petit ami Julian Fleming le 23 mai 2025. Alyssa était diplômée de Central Columbia en 2020, où elle était une élève et une athlète exceptionnelle. Alyssa étudiait la psychologie à l'Université de l'Alabama et appartenait à la sororité Gamma Phi Beta. Alyssa manquait à tous, son sourire illuminait chaque pièce. Même si la famille d'Alyssa n'a pas exprimé son avis sur les accusations visant son petit ami, le bureau du procureur poursuit l'affaire. Et Julian doit comparaître de nouveau devant un tribunal de Pennsylvanie plus tard ce mois-ci. Alors, que pourrait signifier tout cela? Julian risque-t-il une lourde peine pour ce tragique accident? Je reçois à présent l'avocat de la défense, John Day. Jean, merci de me rejoindre. Selon vous, les accusations sont-elles justifiées dans ce cas? Il y a homicide par véhicule à moteur, homicide en conduisant sous influence, agression aggravée par véhicule, et ce ne sont que quelques exemples. Pensez-vous que les accusations correspondent au crime ici? Bonjour, merci de l'invitation. Ce qui distingue cette affaire, c'est qu'il y a selon la police, il existe un test d'alcoolémie par l'haleine, un test sanguin ou un test d'alcool dans le sang.
Cela porte cette affaire au niveau criminel. Ce n'est pas le simple accident, l'accident tragique que vous pourriez avoir s'il s'agissait simplement d'une collision entre un conducteur de véhicule tout-terrain et un cerf. Lorsque vous introduisez de l'alcool dans l'équation, c'est ce qui élève cela au niveau d'un crime. Et puis, bien sûr, il y a la mort tragique impliquée. Donc, oui, il semble que ce soit une accusation appropriée du côté de l'accusation pour la mort de quelqu'un. Un accident de véhicule tout-terrain s'est produit, impliquant de l'alcool chez le conducteur. Malheureusement, on voit trop souvent qu'un véhicule tout-terrain paraît être un jouet amusant. Mais cela peut être mortel, surtout quand on introduit de l'alcool au niveau qui était apparemment présent dans le corps du conducteur. Pourquoi, selon vous, les procureurs ont-ils mis autant de temps à porter des accusations alors que l'accident date de mai dernier? Il n'a été inculpé qu'en octobre, lors de sa reddition. Pourquoi autant de temps avant les accusations? C'est curieux et intéressant. Nous attendons toujours une réponse du parquet. Pourquoi? Très souvent, cela signifie qu'ils attendent les résultats de différents tests. Je veux dire, beaucoup de ces laboratoires d'État sont débordés, et ils le sont vraiment. Donc très souvent, si vous êtes procureur, vous attendez longtemps pour obtenir un résultat que vous pourrez ensuite utiliser pour engager des poursuites pénales. Donc est-il possible qu'ils aient dû attendre que les résultats reviennent? Oui. Est-il possible qu'ils poursuivaient leur enquête? Parler à tous les témoins oculaires, parler aux personnes présentes qui pourraient avoir des informations. Oui, toutes ces choses y sont possibles. Mais très souvent, c'est quelque chose d'aussi simple qu'un laboratoire de criminalistique complètement débordé. Et, vous savez, je voudrais revenir sur un point que vous venez de mentionner dans votre première réponse, en parlant du fait qu'un véhicule tout-terrain, même s'il ressemble à un jouet amusant, peut être un véhicule très dangereux si quelque chose devait lui arriver. Et je pense que certaines personnes ne réalisent pas non plus qu'on peut même être accusé de conduite en état d'ivresse en conduisant un véhicule tout-terrain. En réalité, cela concerne tous les véhicules motorisés du moment qu'ils ont un moteur. Si vous conduisez sous l'influence, cela peut aussi constituer un délit. Qu'en pensez-vous du fait que certaines personnes ne réalisent pas que conduire, soi-disant, un véhicule tout-terrain sous l'influence peut aussi être un délit? N'est-ce pas? Ça peut être n'importe quel véhicule, tout-terrain, voiturette de golf ou bateau. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Ce n'est pas seulement une voiture, ce n'est pas seulement un pick-up. Vous pouvez conduire un véhicule motorisé ici, et si vous consommez de l'alcool ou une autre substance pouvant vous altérer, vous pouvez être accusé de conduite sous influence et de conduite en état d'ivresse. Et vous savez, malheureusement, on le voit souvent avec les véhicules tout-terrain, parce qu'ils sont souvent associés à un événement récréatif ou à une sortie sur un sentier quelque part. Ce n'est pas comme entrer dans une voiture et démarrer. Ici, le résultat du test semble être entre 0,1 et 0,16. Dans la plupart des États, la limite légale d'alcoolémie au volant est de 0,08. Si vous êtes à 0,16, vous êtes au double de la limite légale. Donc ce que nous avons vu ici, apparemment, c'est que les résultats sont revenus quelque part entre 0,1 et 0,16, ce qui signifie que 0,1 serait légèrement au-dessus de la limite légale. 0,16 serait le double. Cela informe le procureur que la personne était sous emprise, ce qui l'a poussé à commettre un acte ayant causé la mort de quelqu'un. C'est ainsi que l'on est accusé d'homicide par véhicule. Et donc, c'est un exemple tragique de ce qui se passe quand on mélange un engin ludique comme un véhicule tout-terrain et de l'alcool. Et soudain, vous avez une pauvre femme qui était morte et un homme qui risque de passer de longues années en prison à cause de certains choix qu'il a faits selon l'accusation. Oui, et vous savez, nous avons déjà vu des cas comme celui-ci, des cas tragiques, se produire auparavant. Ce n'est peut-être pas une jeune femme, mais un enfant dans ce véhicule tout-terrain. Un accident survient, des accusations suivent. Donc, il n'est pas impossible que nous ayons déjà vu cela auparavant. Mais je suis curieuse de savoir, Jean, ce que vous pensez. Est-ce que la famille de la victime a eu son mot à dire concernant le dépôt des accusations? Selon la page GoFundMe, l'organisatrice a indiqué qu'il s'agissait d'un accident et il semble penser que ce n'était pas intentionnel. Mais est-ce que l'intention compte vraiment à ce stade? Oui, c'est ça. Non, les souhaits de la famille de la victime seront pris en compte par le procureur. Mais au bout du compte, et en fin d'analyse, c'est toujours le procureur qui prend la décision finale. Même si les familles des victimes doivent être prises en compte, le procureur peut répondre que son but est de protéger la communauté. Nous avons un objectif plus large, nous avons une mission plus grande que simplement ce que la famille veut faire. Très souvent, si la famille est amie avec l'accusé ou s'il y a un lien entre eux, elle pourrait vouloir quelque chose de moins sévère, elle pourrait demander de la clémence. Mais encore une fois, il faut aussi croire que dans une affaire comme celle-ci, il y a probablement une action civile sous-jacente en cours.
Si la personne qui conduisait ce véhicule avait une quelconque assurance ou des biens. Est-ce que cela se passe en coulisses? C'est assez courant. Et encore une fois, dans ce cas précis, l'idée que ni l'un ni l'autre de ces personnes ne portèrent de protection. Si vous êtes procureur, vous revenez à ce fait. Pour établir un certain niveau d'imprudence, une certaine forme d'état d'esprit du conducteur. Les accusés d'un crime revient à dire « Regardez, vous êtes monté sur cette chose. Vous aviez de l'alcool dans le sang et vous n'avez même pas pris la peine de mettre un casque sur un véhicule relativement dangereux que vous conduisiez. » Donc encore une fois, les souhaits de la famille peuvent jouer un rôle dans la décision du procureur, mais ce ne sera pas le facteur décisif. Que pensez-vous de l'avocat de Julien qui questionne la présence d'alcool dans cette affaire? C'était inévitable, il n'a rien fait de mal et a aussi été blessé dans l'accident. Mais que pensez-vous de l'avocat de la défense qui affirme que cela était inévitable? Eh bien, écoutez, vous êtes avocat de la défense, vous faites votre travail et vous essayez de présenter une version des faits telle qu'elle était. Si vous utilisez le mot inévitable, je pense que vous vous exposez là. C'est probablement un mauvais choix de mots, parce que pour ce genre de choses, vous savez, ça pourrait être évité. Premièrement, vous décidez de ne pas consommer d'alcool si c'est ce qui s'est passé. Ensuite, vous choisissez de ne pas monter sur un véhicule tout-terrain avec votre meilleur ami ou partenaire. Troisièmement, vous choisissez de ne pas porter d'équipement de protection. Quatrièmement, vous démarrez la machine et partez. Donc oui, vous pouvez analyser cela. Mais au final, c'est l'avocat de la défense qui fait ce qu'il est censé faire, même si cela peut sembler un peu théâtral. Et penses-tu qu'une affaire comme celle-ci ira même jusqu'au procès? Tu sais, c'est difficile à dire maintenant, mais si tu fais face à une accusation d'homicide involontaire avec un véhicule et que ta défense, et tu sais qu'il y a des raisons pour lesquelles ce n'est pas un crime, tu risques de devoir tenter ta chance devant le jury et espérer y trouver quelqu'un de compréhensif. À quoi? À ta version des faits? Parce que quand tu introduis de l'alcool dans une affaire de blessure grave ou de meurtre, les jurés n'aiment pas qu'il y ait une substance impliquée. Je veux dire, même si c'était un accident, les personnes impliquées sont parfois inculpées sans avoir consommé d'alcool ou de drogue. Et cela arrive souvent. Les procureurs vont poursuivre des affaires sur la base de choses comme la conduite dangereuse, plutôt que sur une situation d'altération des facultés. Dans ce cas, le parquet paraît sûr de lui et estime que l'alcool a altéré les facultés, expliquant ainsi l'incident. C'est ce qu'ils vont plaider. Jugement ou accord de plaidoyer, il reste un long chemin à parcourir, et cela reste à voir. J'allais justement demander si vous pensez que les procureurs ont un dossier solide, car je vois de nombreuses failles exploitables par la défense. Mais pensez-vous que, si les procureurs présentent ces preuves à un jury avec ce que nous savons jusqu'à présent, ils pourront convaincre au-delà de tout doute raisonnable? Il faut savoir, par exemple, dans quelles circonstances le test d'alcoolémie a eu lieu. Comment l'accusation a-t-elle obtenu cela? Y avait-il un mandat? Ont-ils prélevé du sang à l'hôpital? Ces rapports comportent de nombreux éléments et variables. Si vous défendez ce dossier, contestez-le à chaque étape. Le test a-t-il été effectué correctement? Y a-t-il eu des problèmes? Les personnes qui ont réalisé le test étaient-elles qualifiées? Quels étaient les indicateurs d'une altération? Comment l'alcool est-il entré dans l'organisme du conducteur? Y a-t-il des témoins de cela? Donc, si vous assurez la défense, vous devez démonter un à un chacun de ces faits que l'accusation va présenter. Mais vous voulez surtout attaquer, si vous assurez la défense, les preuves scientifiques. Tout ce qui a mené à la conclusion qu'il y a un taux d'alcoolémie compris entre 0,1 et 0,16. Comment en sont-ils arrivés là? Y a-t-il eu quelque chose qui a été présenté qui aurait pu rendre ce test inopérant, qui aurait pu introduire un problème quelconque avec ce test? Les personnes et le laboratoire étaient-ils qualifiés? L'échantillon a-t-il été bien prélevé? Il y a beaucoup de domaines différents à aborder si vous défendez cette affaire. À l'autre extrémité, il est aussi possible que cela aboutisse à un accord de plaidoyer. Pensez-vous aussi que cela pourrait arriver afin d'éviter une peine de prison? Oui, je veux dire, les accords de plaidoyer peuvent aller jusqu'à aucune peine de prison. Pour un procureur, il est très difficile d'accepter cela dans une affaire de peine de mort, sauf en cas de véritable problème. Si vous êtes du côté de la défense, vous allez insister sur ce point pour minimiser l'exposition de cette personne. Ont-ils déjà eu ce type d'antécédent? Situation aberrante, première fois que cela arrive, jamais eu de problème, ni pris de mauvaises décisions. Cela aidera sûrement la défense. L'accusation va encore se focaliser dessus. Voici une jeune femme, victime innocente. Et si, selon eux, l'accusé n'avait pas consommé d'alcool et pris le volant
alors nous serions dans une situation différente. Et bien sûr, la défense va avancer l'idée que peu importe ce qui s'est passé, que ce soit le fait de monter dans le véhicule ou de consommer de l'alcool. Tout le monde dans cette région va comprendre ce que c'est quand un cerf traverse votre chemin. Si vous vivez où il y a des cerfs, vous savez que cela arrive. Et bien sûr, tragiquement, c'était une situation où, s'il n'y avait pas eu de cerfs, ces deux-là seraient peut-être encore là aujourd'hui. L'alcool ne poserait pas problème et aucune accusation ne serait retenue. Mais surtout, la particularité de la juridiction, l'idée que les cerfs traversent la route et qu'il peut être difficile de les éviter. C'est un point sur lequel la défense va insister car elle va soutenir qu'il s'agissait d'un tragique accident. Oui, il y avait peut-être de l'alcool dans l'organisme, mais personne ne peut forcément anticiper qu'un cerf va surgir juste devant vous, même s'il y a beaucoup de cerfs dans cette région. Donc la défense va vouloir insister sur l'imprévisibilité de la façon dont cela s'est produit. Et nous verrons comment cela va continuer à évoluer. Nous verrons même si l'affaire ira jusqu'à être jugée devant un jury. John Day, je tiens à vous remercier énormément pour votre analyse de cette affaire. J'apprécie vraiment le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Ravi de vous voir, merci. Julian Fleming doit apparemment revenir au tribunal le 22 octobre. C'est tout pour cet épisode. Regardez les autres épisodes sur la chaîne YouTube de The Law and Crime. Pour l'instant, je suis Elizabeth Miller et c'était Inside the Crime.